Dans la légèreté muette de l'aube, Elisabeth fit une pause pour observer une dernière fois la valise ouverte sur le sol. Tout, absolument tout, y était parfait. Chacun des vêtements avait été minutieusement plié, juxtaposé au suivant, classé dans un ordre sublime. Aucun bout d'étoffe ne dépassait, aucune protubérance n'apparaissait sur le champ de vêture. Dans ce petit univers qu'elle pouvait refermer et rouvrir à souhait, tout était ordonné. Chaque collier et chaque écharpe, chaque robe et chaque pantalon, chacune des blouses et tuniques, ses collants et bas de coton, ses soutiens-gorge de camping sauvage et de soirée arrosée, ses petites culottes de terre en jachère et de poèmes bohèmes, le fond de teint brunâtre pour mettre en valeur ses pommettes saillantes, le mascara pour allonger la profondeur de ses yeux discrets, sa brosse à dents et sa brosse à cheveux, chacun des éléments de sa petite vie était soigneusement rangé dans le glorieux contenant de nylon pourpre. Elisabeth se permit un sourire satisfait. Elle rabattit la valise et referma la fermeture à glissière d'un mouvement gracieux, marquant une pause à chacun des quatre coins, comme une prière discrète offerte au maître des nomades. En quelques secondes, elle pouvait faire le tour de son univers portable et en déballer les secrets, se poser pour une saison ou pour une nuit. Puis lorsque l'appel de la migration se faisait sentir, elle pouvait lever le campement tout aussi rapidement pour disparaître vers de nouveaux horizons. Elisabeth leva les yeux un instant pour scruter la chambre baignée de soleil levant. L'air ambré grouillait de poussière. La chaleur des rayons lui semblait particulièrement intense pour cette heure hâtive, mais tout était calme, serein. Seul le chant des oiseaux et le souffle discret de l'homme endormi au creux du lit venaient épicer le doux silence du moment. Les petits cadres de bois aux photos pas si anciennes affichaient quelques moments de bonheur auprès de cet homme. Mais comme lui, ces temps heureux s'étaient assoupis pour laisser place à de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Elisabeth avait compris jeune que la magie de l'amour s'estompait rapidement face à la lourdeur du quotidien, qu'il valait mieux chérir des souvenirs que se perdre dans les regrets. Ces quelques photos avaient beau provoquer un pincement au cœur, elles ne la feraient pas dévier de sa destinée, de sa route chérie. Vrai, elle avait été heureuse ici. Un jour, lorsqu'elle serait vieille, elle repensera à tous ces bons moments, et le cœur repu de souvenirs, elle sourirait. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait se permettre de porter davantage que sa valise. Elisabeth s'étira pour se lever, mais au milieu de son élan, elle sentit le poids de ses choix peser sur son estomac. Elle dut s'accroupir un moment, tête baissée, les deux mains sur la valise. Son souffle se fit lourd, et elle eut peine à garder le contrôle. La crampe ne dura qu'un instant, mais la nausée perdura. Les yeux fermés, elle prit une profonde inspiration, gorgea ses poumons de l'air poussiéreux de Kitchike, puis, lentement, pressa le nombril vers sa colonne pour faire le vide. Doucement, elle allongea les bras, tels des ailes, et visualisa la mer, le ciel, l'univers tout entier à vol d'oiseau. Elisabeth respira profondément tout en battant des ailes. Voilà, elle y était. Là-haut, sur le toit du monde, libre. Elisabeth connaissait bien le monde. Elle en était tombée amoureuse enfant, lors de son premier voyage hors de sa lointaine réserve de la Basse-Côte. Sa classe avait performé quelques danses folkloriques maladroitement chorégraphiées aux quatre coins de la France. De tous les animaux mis en scène dans le spectacle, on lui avait attribué le rôle de loutarde. Encore aujourd'hui, elle restait convaincue que ce n'était pas un hasard, que l'esprit nomade de l'animal s'était reconnu en elle. Depuis, elle avait vogué sur toutes les mers, survolé tous les continents, butiné d'île en île, de la Réunion à Mans, de Haïti aux Australes. Elle avait vécu la frénésie et la déchéance de New York, Paris et Rio, le calme doucereux de Huawin et Maurice. Elle était une femme du monde et chacun des battements de son cœur était un appel à la marche migratoire, à l'envol. Sa vie entière une offrande au maître des nomades. Elisabeth se leva et avant de franchir la porte de la chambre, lança un dernier regard à l'homme sublime qui dormait paisiblement dans les draps de soie. De ses lèvres menues, elle voulut lui murmurer un dernier mot, un dernier « au revoir », un dernier « merci », peut-être même un « je t'aime ». Mais elle sentit les murs se resserrer lentement et dut fermer les paupières pour chasser cette fâcheuse impression. Le piège se refermait. Il était temps de reprendre la route,
maintenant ou jamais. Elle empoigna la valise et la glissa dans le corridor en direction de la salle à manger. Elle pouvait sentir son pouls s'accélérer au fur et à mesure qu'elle augmentait sa vitesse de marche. Mais plus elle hâtait le pas, plus la salle à manger semblait s'éloigner, plus le corridor s'étirait et s'allongeait. Elle s'arrêta, prise de panique. À l'autre bout du couloir, les carreaux de la marqueterie se mirent à vibrer, à se soulever, à tournoyer sur eux-mêmes. Un à un, ils commencèrent à voler dans sa direction à une vitesse fracassante. D'instinct, elle bondit hors de leur trajectoire dans le salon. Elle claqua les portes françaises et s'y adossa, haletante. Telle une gamine, elle s'était laissée prendre au piège. Enfermée dans cette maison, loin du regard du maître, si loin des routes migratoires, atrophiée dans cette réserve de béton. Kitchike. Kitchike n'était pour Elisabeth qu'un accident de parcours, qu'une condition qu'elle avait acceptée à contre-cœur, le temps d'une tendresse bien méritée, pour pouvoir se réveiller quelques saisons près de cet homme, trop sédentaire, qui était né et y avait vécu, et y mourrait sûrement, sans n'avoir jamais rien vu. Mais elle savait. Elle avait toujours su, au plus profond de ses tripes, qu'il ne s'agissait que d'une étape de son parcours. D'ailleurs, au-delà de cet homme, Kitchike n'avait pour elle aucun attrait. Ce n'était à ses yeux rien de plus qu'un ghetto de suffisant. Cette réserve n'avait ni le charme délabré mais authentique de son village d'origine, ni les attraits stroboscopiques de la cité. Kitchike, c'était à la fois trop et pas assez. Trop près et trop loin de la ville, pas assez exotique et pas assez familier. Trop d'yeux bleus et trop de peau cuivrée. Il n'y avait pour elle aucun avenir ici. Elle devait reprendre la route au plus vite. Elisabeth laissa tomber sa valise et déplaça la bibliothèque contre les portes pour se barricader. Elle vérifia la solidité de la fenêtre du salon avec ses mains, puis empoigna une lampe sur pied pour la fracasser. La chaîne 100% bouffe envahit l'écran de la télé qui prit vie d'elle-même. Caroline McCann, toujours ronde du ventre, préparait une escalope de bœuf farci à la fontina et au pruneau. Alors que l'animatrice expliquait savamment que son boucher avait dû marteler son escalope de surlonge pour l'attendrir, le cordon d'alimentation de la lampe glissa entre les jambes d'Elisabeth, qui bascula contre le divan. Les membres liés. Elisabeth se débattit un instant, mais bientôt, son esprit fut happé par les instructions culinaires de l'animatrice télé qui, visiblement, semblait plus qu'heureuse de sa condition. Caroline McCann tranchait ses échalotes françaises très finement, tout en déclinant les explications plus que détaillées de la prochaine étape de la réalisation de ces escalopes de bœuf farci. Mais bien avant que la chef ne se rende au traitement des pruneaux, les cris des outardes qui constellaient le ciel de Kitchike tirèrent Elisabeth de sa torpeur. Ligotée de la tête aux pieds, elle se leva d'un bond, fracassa d'un solide coup de tête le miroir au-dessus du divan, saisit un bout de verre, puis rompit le cordon qui la maintenait prisonnière. Libérée, Elisabeth fonça vers la fenêtre. Elle eut à peine le temps d'apercevoir la volée d'outardes que les stores vénitiens en fer se refermèrent pour lui bloquer la vue. Quelque chose n'allait pas. C'était le printemps. Pourquoi les outardes allaient-elles vers le sud? Elle devait sortir de là au plus vite. Le doux secret des escalopes à la fontina allait devoir attendre. De l'autre côté des portes, le vrombissement de la marqueterie avait été remplacé par un bruit familier d'électroménager. Elle tassa la bibliothèque, jeta un coup d'œil furtif et se glissa dans le corridor, valise à la main. C'est alors qu'Elisabeth comprit que la valise était beaucoup plus légère que lorsqu'elle était entrée dans le salon. Trop légère. Un frisson remonta sa colonne et s'incrusta dans sa nuque. Elisabeth courut vers la salle de bain d'où émanait le vacarme et défonça la porte. La panique fit place à un soudain excès de rage. À l'intérieur, répandu pêle-mêle sur le plancher froid, gisait l'ensemble de sa garde-robe. Du panier à linge plein à ras-bord débordait et s'éparpillait çà et là au sol, chaque robe et chaque pantalon. Chacune des blouses est unique, ses collants et bas de coton, ses soutiens-gorge de camping sauvage et de soirée arrosée, ses petites culottes de terre en jachère et de poèmes bohèmes. Pratiquement tout le contenu de sa valise reposait sur la céramique bleutée. Elisabeth figea un instant. Elle ne pouvait pas le croire. Tout cela était surréel. Elle déposa sa valise, ouvrit la glissière de 3 gestes brusques tout en marquant machinalement une pause aux 4 coins et rabattit le panneau pour constater le désastre de ses propres yeux. La valise était vide. Complètement vide. D'un bond, Elisabeth se releva, se précipita sur le comptoir, ouvrit un à un les tiroirs et les armoires de la salle de bain et y trouva le fond de teint brunâtre pour mettre en valeur ses pommettes saillantes,
le mascara pour allonger la profondeur de ses yeux discrets, sa brosse à cheveux et sa brosse à dents, tout son petit univers qui s'était échappé en douce de sa valise de nylon pourpre pour se faufiler sournoisement dans son lieu de rangement habituel. Le cri strident annonçant la fin du cycle de la machine à laver retentit dans la pièce. Elisabeth hurla à plein poumon, hurla sans rompre la cage thoracique. Son hurlement fit vibrer les murs et les vitres de la fenêtre et de la douche et même les carreaux bleutés de la céramique. Lorsqu'elle se tut, elle n'entendit plus que le bruit assourdissant du sang frappant contre ses tempes. Elle fit un pas vers la machine, puis un second. D'une main incertaine, elle souleva le couvercle de la laveuse. Un à un, elle en ressortit ses plus beaux vêtements. Ils étaient détrempés, mais visiblement pas immaculés. Un bref coup d'œil à la sécheuse adjacente lui permit de constater que le savon à lessive se trouvait toujours dans le petit contenant à mesurer. Elle avait oublié le détergent. Elle avait oublié le détergent et maintenant, elle devait recommencer le lavage et attendre la fin de chacun des cycles de chacune des brassées, puis envoyer tour à tour dans la sécheuse chacune de celles-ci et de nouveau attendre que le linge soit séché pour le plier minutieusement et tout ranger dans le glorieux contenant de nylon pourpre. Et encore une fois, elle devrait faire patienter le maître. Non, se rappela-t-elle. Elle n'avait rien oublié. Elle avait simplement rangé son petit univers dans sa valise pour quitter cette satanée réserve, reprendre la route et reconquérir sa destinée nomade. C'était Kitchike. Kitchike qui la forçait à prendre racine, à troquer l'extase de l'envol pour une sédentarité routinière sans horizon, à regarder passer les saisons au lieu de danser avec elle. Non, se répéta-t-elle. Elle ne se laisserait pas abattre si facilement. Elisabeth se jeta par terre et entreprit de remplir la valise de nouveau, le plus rapidement possible. Elle agrippa les vêtements répandus au sol, ceux du panier et même ceux détrempés qui se trouvaient dans la laveuse et les poussa dans le glorieux contenant de nylon pourpre. Au fur et à mesure que la valise avalait le tissu, le panier à linge à ses côtés le régurgitait. Elle redoubla d'ardeur, tentant de battre de vitesse le panier qui se remplissait et recrachait chaque robe et chaque pantalon, chacune des blouses et tuniques, collants et bas de coton, soutien-gorge de camping sauvage et de soirée arrosée, petites culottes de terre en jachère et de poèmes bohèmes. Le couvercle de la machine à laver se referma et Elisabeth entendit le jet d'eau remplir la cuve. Elle s'arrêta, battue. C'était peine perdue. Elle ne quitterait jamais ce monde avec ses possessions chéries. Si elle voulait quitter cette maison, cette réserve de béton, elle devrait le faire comme ses ancêtres nomades de Nutchimit, avec un minimum de bagages. Une rafale frappa la fenêtre de la salle de bain. Elisabeth y jeta un coup d'œil. Un puissant blizzard rugissait sur un épais tapis blanc, secouant violemment les quelques arbres qui résistaient tant bien que mal à la tempête. L'hiver. L'hiver était arrivé si tôt cette année. Le froid s'insinua dans son ventre, et elle sentit ses jambes trembloter. De nouveau, Elisabeth courba le dos, ferma les yeux et souffla. Elle leva les bras tels des ailes et tenta d'élever son esprit au-dessus du doux tapis blanc. Mais elle ignorait comment voler dans la tempête, comment s'orienter dans le blizzard. Le vent glacial frigorifiait ses os et son esprit dut se poser. Elisabeth rouvrit les yeux. D'une démarche lente, mais déterminée, elle sortit de la pièce pour rejoindre la salle à manger qui s'ouvrait sur le hall d'entrée. Cette fois, le corridor ne tenta pas de la retenir. Elle détacha une clé de son trousseau, la déposa sur l'îlot. Hésita un moment devant la garde-robe, songea à l'accélération du cycle des saisons, choisit finalement un manteau de printemps, pourpre, comme la valise laissée derrière. Elle l'enfila, posa ses doigts sur la poignée, hésita encore, puis tourna le poignet pour ouvrir la porte. Et alors qu'elle s'apprêtait finalement à reprendre la maîtrise de son destin, un bruit la retint. Un cri, pur et fragile, mais tout aussi puissant que le déchaînement des saisons, un cri qui se faufila dans ses oreilles et descendit dans ses tripes pour nouer son estomac, puis le long de ses jambes pour faire chanceler ses chevilles. Un cri à son image, frêle et désespéré, un geignement de nouveau-né. Le poids du monde chuta dans son ventre et elle sentit une fois de plus l'étau se refermer. Elle retira sa main de la poignée, tourna la tête, les talons. Elle se mit à marcher et emprunta le corridor qu'elle avait eu tant de mal à quitter pour se rendre au fond, tout au fond, dans la petite pièce qui faisait face à la chambre où elle avait laissé dormir cet homme sédentaire, avec qui elle avait partagé quelques instants de bonheur.
instant qu'elle affectionnerait un jour, lorsqu'elle serait vieille, si vieille qu'il ne lui resterait plus qu'à chérir ses souvenirs, repus de tendresse. La porte était grande ouverte. À l'intérieur de la petite chambre baignée de soleil levant se trouvait une table allongée, un berceau, de petits mocassins de papaouas, un petit capteur de rêve aux plumes couleur pastel accroché à la fenêtre. L'air ambré grouillait de poussière, mais tout était calme, serein. Les yeux discrets d'Elisabeth se firent globuleux. La nausée, les crampes, les indécisions, la retenue face à l'appel migratoire, Kitchike ne cherchait plus à la retenir. Elle la possédait déjà par les entrailles. La porte de la chambre se referma d'elle-même. De nouveau, Elisabeth sentit les murs se refermer autour. Mais cette fois, elle ne courberait pas l'échine, n'allongerait pas les bras pour battre en retraite dans ses rêves de liberté. Elle se battrait en guerrière, en survivante, sédentarisée mais indomptée. Une puissante colère monta en elle et l'enflamma. Elisabeth leva la tête et ouvrit la bouche pour recracher un brasier rugissant. Elle hurla, et ses flammes envahirent la petite pièce. Elle hurla à s'en rompre les poumons, à s'en déchirer les cordes vocales. Elle hurla, et son cri s'allongea de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Son cri s'étira et emplit la pièce et se fit rauque et haletant. Et lorsque le cri retomba, les flammes avaient emporté avec elles tout le petit mobilier, tout ce petit monde. Tout avait disparu, sauf la marqueterie au sol, maintenant recouverte d'une épaisse poussière. Tout le reste avait été victime des flammes ou de l'usure du temps. Elisabeth se tourna lentement vers la porte et croisa son regard dans le miroir accroché au mur. Elle reconnut tout de suite le vieux miroir de bois qui provenait de ses grands-parents. Elle reconnut aussi son regard résigné, épuisé, mais le reste de l'image ne lui convenait pas. Son visage était envahi de rides, ses cheveux gris blancs étaient rêches et libres, retombant sur ses épaules vieilles et courbées. Ses seins étirés pendaient sur son ventre, énorme, qui retombait lui-même par-dessus sa ceinture. Elle ne se reconnaissait plus. Voilà tout ce qui restait d'elle. Elle s'était fait happer, harnachée par une vie dont elle n'avait jamais voulu. Par la fenêtre entr'ouverte, elle entendit les oiseaux l'appeler. Elle scruta le ciel et y vit une volée d'outardes qui revenaient du sud. Elles étaient parties sans elle, mais revenaient la saluer. Le cœur d'Elisabeth devint lourd. La porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Une toute petite fille en pyjama rose s'avança, chancelante, doudou à la main. Elle n'avait pas plus de 4 ans. Elle fixa Elisabeth un instant, inquiète, puis demanda « Grand-maman, pourquoi toi qui es? Quoi t'est arrivé ?» Elisabeth avança d'un pas, prit la petite dans ses bras et la serra contre elle de toutes ses forces. Elle susurra « Kitchike, ma belle Victoria. Kitchike m'est arrivé. » « Grand-maman, on va nouer les oiseaux ?» dit la petite fille en pointant la nuée d'outardes déployée au jardin. « Pas cela, Victoria. Ils oublieraient de repartir. » Elisabeth pleura toutes les pluies de la nouvelle saison, mais ne sut jamais s'il s'agissait de larmes de peine ou de larmes de joie.